Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Emmanuel Todd, qui nous fait l'amitié de venir depuis pour 25-30 ans. Tu as présenté ici presque tous tes livres. Donc on a une très très longue tradition de discussion avec toi. Pour moi, c'est un rituel. C'est un rituel, oui. Et donc nous allons prolonger ce rituel en parlant de ton dernier livre, La défaite de l'Occident. Si tu le veux bien, tu vas nous présenter les principaux thèmes et ensuite on engagera le débat avec toi. Merci Emmanuel d'être parmi nous. Comment dire, c'est très bizarre, à la fois agréable et désagréable de présenter ce livre en ce moment particulier, puisque, comment dire, la thèse du livre, La défaite de l'Occident, qui était se présentée comme une hypothèse ou de la prospective au moment où je l'ai écrit, est quasiment réalisée. C'est-à-dire l'Ukraine est en train de s'effondrer, les États-Unis, l'Occident n'arrive plus à fournir d'armes à l'armée ukrainienne, la Russie a pris son temps, elle est solide. Tout ça est dans le livre, en fait, qui a été écrit en fait pendant la contre-offensive ukrainienne, dont les stratèges du Pentagone attendaient l'effondrement de la Russie. Donc je devrais être dans un état d'esprit, je ne sais pas, euphorique, triomphaliste, ou ce serait formidable pour faire un numéro de vieillard gâteux, faire des « je l'avais bien dit », vous voyez, enfin, ce serait assez satisfaisant. Il y a un peu de ça en moi, mais je le vis plutôt comme soulagement de ne pas m'être planté, c'est plus modestement. Mais il y a un élément de tristesse et d'inquiétude qui vient de la capacité, je dirais, pas vraiment de tout l'Occident, mais des Européens spécifiquement, à ne pas accepter la réalité et à cacher la réalité. C'est-à-dire que là, on a atteint une sorte de distance entre ce que produit le système d'information et ce qu'offre le système d'information et la réalité qui atteint des niveaux stupéfiants. Et on se demande comment va se produire le processus d'atterrissage dans la réalité. Parce qu'il va y avoir un atterrissage dans la réalité. Et là, en tant que prospectiviste, je me pose déjà des questions du genre, est-ce que la fin de cette guerre, selon les termes russes, va produire une crise de conscience, une crise tout court, ou est-ce que, en général, une défaite de cette ampleur, la révélation d'une telle fragilité occidentale, dans l'histoire, ça produit des bouleversements internes des sociétés parce que les classes dirigeantes ont montré leur incompétence, ou leur aveuglement, leur lâcheté, ou tout ce qu'on veut. Là, honnêtement, on ne sait même pas, parce qu'il y a des phénomènes nouveaux, qui est la structure d'âge de la population, l'atomisation de tout système de représentation effectif, et il y a des moments où je me dis, voilà, l'Occident militaire va s'effondrer, il va continuer à rien se passer. Enfin, c'est des vraies questions, en fait, pour moi, actuellement. Alors voilà, c'est un moment tout à fait particulier. C'est aussi un moment particulier pour moi maintenant, puisque je suis très heureux de terminer la sortie de ce livre ici, puisque je ne fais plus de conférences, tout arrêté, c'est terminé. Donc pour moi, mon projet, c'est de terminer avec des copains, dans une atmosphère familiale. Donc c'est au-delà du rituel maintenant. C'est vraiment... et donc, alors là, ça produit une euphorie d'un genre un peu particulier, le genre... vacances. Voilà. Alors, le livre, il démarre en parlant des surprises de la guerre, surprises de la résistance ukrainienne, militaire,
que personne n'attendait, et pas les Russes certainement, surprise fondamentale de la résistance économique de la Russie, qui était prévisible si on avait lu l'excellent bouquin de David Tortry qui s'appelle Russie, le retour de la puissance, qu'heureusement j'avais fait avant le début de la guerre, donc je ne suis pas tombé dans le piège des représentations absurdes sur le pays, sur l'économie russe. L'autre, je liste 10 surprises mais je vais me contenter là des 3 plus importantes, donc résistance ukrainienne, résistance de l'économie russe, et puis surtout prise de parti du reste du monde non occidental pour la Russie au fond, et isolement de l'Occident. Toutes ces choses sont plus que vérifiées, toutes ces choses qui se sont accentuées en fait depuis l'écriture et la publication du livre. Donc le livre est dans sa structure ensuite assez méthodique. C'est-à-dire c'est un tour du monde réel. C'est-à-dire le livre a très bien marché, hein, honnêtement. Et d'ailleurs c'est révélateur de l'état d'esprit des gens. C'est-à-dire peut-être que quand je l'ai écrit, le système média arrivait à imposer son image irréelle des événements à la population pensante. Là, il est clair que l'espèce d'aveuglement que j'évoquais concerne un univers restreint qui fonctionne en boucle, c'est-à-dire les journalistes et les hommes politiques. Mais dans l'ensemble, je pense que le succès du livre montre que beaucoup de gens vraiment, la plupart des gens ont compris, même si ces gens ne sont pas capables d'imposer au gouvernement français, je dirais, une attitude raisonnable. Donc, le livre propose un tour du monde réel, et donc est très méthodique en fait. Donc je commence, j'ai un chapitre qui décrit la stabilité russe, où je n'utilise pas seulement les variables de Tortry sur l'économie, l'adaptation informatique, financière, etc., mais ce qu'on appelait au XIXe siècle la statistique morale, c'est-à-dire l'effondrement du taux d'homicide en Russie, l'effondrement du taux de suicide, et puis mon indicateur fétiche, qui est le taux de mortalité infantile, qui vraiment a baissé une très très grande... C'est avec ça que j'avais prévu l'effondrement du système soviétique, en fait, la hausse de la mortalité infantile. Mais là, il tombe au point qu'actuellement, le taux de mortalité infantile russe est inférieur au taux de mortalité infantile américain. C'est quand même assez... Voilà. Et puis donc, donc le livre suit un mouvement partant de la Russie vers l'Ouest et qui décrit chaque fois, mais qui marche vers le cœur de la vraie crise. Puisque la thèse fondamentale du livre, c'est que la Russie n'est pas le problème. La Russie est un pays stable, a une économie efficace parce qu'elle produit des ingénieurs, plus que les États-Unis, mais elle a des faiblesses démographiques, elle a un problème de frontières concernant l'Ukraine, elle est dans une attitude, je dirais, de protection défensive face à l'OTAN. Et en fait, je crois que je le dis dans le livre, le cas de la Russie, pour moi, n'est pas un mystère, n'est pas intéressant. C'est une attitude très originale dans un monde qui dit que Poutine est fou, qu'on ne comprend pas ce qu'il veut, qu'il est bête. Moi, je considère que je lis les textes des Russes, ils sont plutôt des dirigeants russes, ils sont quand même plutôt intelligents, mais en gros, le sujet, pour moi, pas passionnant. Et puis donc, ensuite, le livre marche vers l'Ouest, et c'est en allant vers l'Ouest qu'on va trouver les vraies raisons de la crise et les vraies raisons de la défaite de l'Occident. C'est-à-dire pas dans une, dans une offensive russe extraordinaire, mais dans un effondrement endogène du système occidental et particulièrement des États-Unis.
Donc j'ai un chapitre sur l'Ukraine. C'est un livre de recherche aussi. J'ai trouvé des trucs dedans. Donc l'Ukraine est décrite pour ce qu'elle est, anarchique, divisée. La chose la plus intéressante pour moi, ce que je crois que j'ai compris, c'est l'effacement politique de l'Ukraine russophile. Sur l'Ukraine de l'Est, par fuite des classes moyennes vers la Russie, en fait. Et parce que c'est ce que personne n'avait anticipé, je pense, et même pas les Russes. Ils pensaient que la présence de Russes en Ukraine était un lien qui accrochait l'Ukraine absolument à la Russie pour l'éternité. Mais en fait, dans le contexte d'une Ukraine se décomposant, failed state, et ben, les classes moyennes des régions russophones sont parties vers la Russie qui, elle, remontait. Si vous êtes une personne ayant un niveau d'éducation, des possibilités de travailler en Russie dans une économie qui redémarre, vous avez des enfants, vous foutez le camp en Russie, quoi, c'est tout. Et donc, en fait, les régions russophones ont été privées de leur cadre. Et c'est ça qui a permis aux nationalistes ukrainiens et aux Ukrainiens centraux de réduire au silence cette Ukraine russophone. Et ça, je mesure je trouve des belles cartes sur la chute différentielle de la population des villes en Ukraine. Les classes moyennes sont dans les villes. Et donc, c'est les villes de la partie russophone qui ont le plus perdu de la population, sachant que toute l'Ukraine s'effondre en termes de population. Et puis ensuite, je suis méthodique, je passe aux anciennes démocraties populaires. Je ne vais pas tout vous imposer, là il me faudrait beaucoup plus qu'une demi-heure. J'essaye de montrer que la russophobie de pays comme la Pologne ou des autres anciennes démocraties populaires, à l'exception de la Hongrie, n'est pas simplement le retour ou la permanence d'une histoire d'hostilité à la Russie. J'essaie de montrer qu'il y a un élément d'inauthenticité dans la haine de la Russie parce que les classes moyennes de l'Europe orientale, définies par l'éducation maintenant, sont des produits de l'époque communiste, en fait. C'est des classes moyennes qui ont été fabriquées par l'obsession communiste de l'éducation. Et donc, elles sont dans une certaine inauthenticité dans leur rapport d'hostilité à la Russie, à laquelle elles doivent beaucoup, en fait. D'autant plus inauthentique qu'en mettant leurs ouvriers au service du capitalisme de l'Europe occidentale, ils ont ramené les démocraties, l'Europe de l'Est, dans la situation de périphérie dominée qui était la sienne dans toute l'histoire de l'Europe. Donc je remonte au Moyen-Âge, en fait, au deuxième servage. Je peux même citer Engels, mon chouchou. Je ne suis pas marxiste, mais j'ai un faible pour Engels. Je ne m'explique pas vraiment. Et donc le livre fait aussi, il y a des éléments de longue durée. En fait, j'ai écrit le livre... Au départ, dans l'écriture du livre, ce qui m'a motivé à faire le livre, c'est que j'étais un peu énervé par l'ambiance de mensonge. Mais quand j'ai fait le livre, j'étais vraiment redevenu l'élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie, l'école des annales, les statistiques, première partie économie, deuxième partie mentalité. Enfin, vraiment, après 50 ans de recherche, on est en pilotage automatique et on ne peut plus... Je dirais que c'est une calcification du cerveau utile. Quand on est confronté à un choc comme la guerre d'Ukraine, avoir un cerveau totalement figé dans ces catégories historiques de l'époque de sa thèse permet de résister à la pression médiatique d'une façon tout à fait particulière. Ensuite, je traite l'Europe occidentale. Je l'ai fait beaucoup ailleurs. Je me pose la question de la soumission des classes dirigeantes. Je donne une interprétation assez
un peu technique, je dirais. J'évoque des classes supérieures occidentales piégées par la globalisation financière, ne se rendant pas compte que mettre de l'argent dans les paradis fiscaux anglo-américains, c'est se mettre sous surveillance des États-Unis et de la NSA. Donc, je suis très content d'expliquer que le but de la NSA, la CIA est vraiment un truc qui a été fait contre le communisme et l'Est. Mais la NSA, c'est vraiment un truc pour surveiller les oligarchies dominées occidentales. Hein, non, mais avec tout, il y a tout des chiffres, une désignation du Danemark comme une localisation du Danemark comme l'agent opératif de l'OTAN dans la sphère européenne. C'est assez précis, hein, quand même. C'est pas. Je pense que j'ai gardé l'estime des services américains, hein, qui m'avaient consulté après la chute finale, hein, quand même. J'avais été interviewé par 2 types de la CIA sur mes sources. J'avais dit, j'ai le taux de mortalité infantile, mais c'est tout. Hein. Mais ça continue. Voilà, alors j'ai un petit chapitre sur les pays scandinaves et la folie guerrière des pays scandinaves que personne ne menace. Et donc là, j'introduis la question de crise du protestantisme, qui est vraiment centrale dans le bouquin, mais j'en parle à propos des pays scandinaves. Alors je me suis retenu, je pense que je ne vais pas me retenir ce soir, d'une blague, parce que vraiment je trouve... les pays scandinaves ont été très importants dans mon histoire intellectuelle. Hein. J'ai fait le tour de Scandinavie en mobilette quand j'avais 19 ans. J'ai fait une partie de ma thèse sur des documents suédois du début du 19e siècle, structure familiale. Hein. Ça ne veut pas dire que je parle un mot de suédois. Mais, et puis j'ai toujours été fasciné par... une espèce d'équilibre, de sagesse, des attitudes respectueuses, fondamentalement. Mais là, je veux dire, quand on est confronté à une Suède qui se pense menacée par la Russie, alors qu'elle n'a même pas de frontières communes, c'est complètement évident que les Russes se contrefoutent de l'existence de la Suède. J'ai résisté à une plaisanterie que je vais faire ce soir, et je dirais que l'attitude suédoise, je parle du rapport du féminisme au bellicisme, hein, dans les pays scandinaves, c'est une version géopolitique de l'érotomanie. Oui, vous voyez, qui est plutôt une caractéristique féminine. Vous savez, les femmes, mais ça peut être des hommes, en général c'est des femmes qui pensent que tous les hommes veulent les violer, les pénétrer. Donc je me dis, la Suède pense qu'elle veut être pénétrée par la Russie. Je m'excuse de cette très mauvaise plaisanterie, mais je l'ai réprimée pendant 3 mois. Et donc le concept d'érotomanie géopolitique, quand même, me semble pertinent dans le cadre de la Suède. Alors ensuite, j'ai un chapitre, maintenant j'en arrive au monde anglo-américain, qui est pour moi le vrai cœur du livre, qui était vraiment la partie difficile en termes de recherche, et difficile en termes psychologiques, puisque je me suis libéré dans ce livre de ma loyauté éternelle envers l'Angleterre. Ma maman intellectuelle, j'ai été élevé dans le culte de l'empirisme britannique. J'étais formé à la recherche quand même à Cambridge, et je m'étais interdit de voir que l'Angleterre avait fait des trucs historiquement discutables dans la période récente. Donc j'avais réussi à me cacher le fait que Thatcher était aussi importante que Reagan dans l'émergence du néolibéralisme, que l'Angleterre avait détruit sa classe ouvrière avec un enthousiasme tout à fait, j'allais dire admirable, mais c'est pas le bon mot. Mais là, en fait, c'était très curieux, l'espèce de bellicisme russophobe fou des Anglais
m'a fait vraiment prendre conscience de ce que ça n'allait pas et de l'état de désorientation, désintégration, pas simplement de l'économie, mais de la société britannique. Donc il y a un chapitre dont le titre et le sous-titre vous diront l'ambiance. Ça s'appelle, je crois, au Royaume-Uni, vers la nation zéro, mais zéro est un concept pour la religion, vers la nation zéro, et avec en sous-titre Croule Britannia. Jeu de mots bilingue quand même, de niveau modeste. Voilà. Mais, et donc, c'est là que je commence à parler de l'effondrement du protestantisme et de la religion comme quelque chose d'important. Ce chapitre n'a pas intéressé les gens dans mon livre, mais les gens ne s'intéressent pas à l'Angleterre en France. C'est très particulier, très particulier. Les Anglais sont obsédés par la France, mais ça je le savais bien avant, hein. Mais les Français ne s'intéressent pas à l'Angleterre, et je pense que c'est dommage, parce que certes l'Angleterre par elle-même n'est plus une puissance. Comme je dis dans le livre, ils n'ont même pas les moyens comme nous de se faire détester en Afrique. Hein, je veux dire, les Anglais n'ont pas vraiment l'arme nucléaire. Les co-gérer avec les Américains, on a beaucoup de mal à imaginer que les Américains autorisent les Anglais à utiliser l'arme nucléaire de façon autonome. Mais donc elle part. Et puis quand on voit que là, ces porte-avions qui n'arrivent pas à faire partir vers la mer Rouge parce qu'ils n'ont plus les équipages d'accompagnement, enfin il y a quelque chose de... moi personnellement ça m'attriste. Hein. Vous voyez, je livre mon âme là. Autrefois, et toujours d'ailleurs, il suffit... Vous savez comment est le drapeau de la Royal Navy? Non, c'est une croix rouge sur fond blanc, et puis dans le coin gauche, donc c'est le drapeau anglais, la croix de Saint-Georges, et puis dans le coin gauche, vous avez l'Union Jack. Moi, avant, il suffisait que je vois ce drapeau pour avoir les larmes aux yeux de bonheur et de déférence. Hein. Vraiment, je parle, c'est vraiment... C'est le drapeau de la bataille de l'Atlantique et toutes ces choses. Donc, Marcel Kédir aussi. Hein? De Marcel Kédir aussi. Ben, ça, c'est pas la tradition de ma famille. Voilà. Mais c'était bien envoyé. Et du coup, je m'y perds là parce que mais enfin, vraiment, c'est bon. En fait, ensuite, donc j'en arrive. Enfin, il y a toute une analyse interne de la société anglaise sur la volonté des classes supérieures de se venger des ouvriers blancs. Enfin, c'est assez. C'est une analyse qui, de mon point de vue, vaut par elle-même et presque indépendamment des questions géopolitiques, parce que des pays comme l'Angleterre et la France, dans le jeu géopolitique mondial. La France, à partir du moment où elle est alignée sur les États-Unis, elle n'existe plus. C'est ce qu'on a constaté. Mais l'Angleterre, quand elle se met à hurler plus fort sur un mode bellicisme que les États-Unis, elle n'existe pas tellement non plus. Enfin bon, plus se discuter en Ukraine, ils ont agité les Ukrainiens. Peut-être quand même si l'Angleterre a un certain rôle, puisque là... apparemment, c'est des techniciens anglais qui ont permis l'envoi de drones, drones navals, hein, c'est ça, d'Odessa sur Sébastopol. Et donc, on pourra dire, donc du coup, les Russes sont forcés de reprendre Odessa pour être en sécurité. Donc, on pourra dire que l'Angleterre a réussi à condamner l'Ukraine à ne plus avoir de façade maritime à l'avenir. Voilà, ça aurait été le rôle... de l'Angleterre. Le cœur du livre, il y a 3 chapitres sur les États-Unis qui sont, pour moi, le cœur du livre et où j'analyse
la fragilité et le déclin de l'Occident, la défaite de l'Occident à plusieurs niveaux de profondeur. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre où je dégonfle l'économie américaine, donc je m'attaque au concept de produit intérieur brut. Le grand problème, la grosse surprise quand même des dirigeants occidentaux, c'est que comment est-ce que la Russie, dont le produit intérieur brut associé à celui de la Biélorussie représente 3,3% du produit intérieur brut occidental, donc Europe, États-Unis, Japon, Corée, peut être en situation de produire plus de biens militaires que le monde occidental. C'est quand même un paradoxe qu'il faut expliquer. Et évidemment, c'est un cas extraordinaire d'auto-intoxication par l'idéologie des sociétés. Les Russes ne sont pas responsables de ça. Je pense qu'ils avaient compris. Et donc, je procède à un dégonflement du produit intérieur brut américain. Je remplace le PIB parce que j'appelle le PIR, PIR, le produit intérieur réel, par une technique un peu légère de dégonflement, mais qui rapproche de la réalité. Et donc ça, c'est un premier niveau de l'analyse. Le deuxième niveau de l'analyse, c'est aller... on se rend compte que l'industrie n'est plus là, mais ensuite, il y a le passage à la population active. Donc je montre pour des évaluations qui, là par contre, sont très, très serrées et très fiables, que les États-Unis, avec une population qui est plus de 2 fois la population russe, produit en termes absolus moins d'ingénieurs. Parce que, je crois, 23-24% des jeunes qui font des études supérieures en Russie font des études d'ingénieurs, et que le chiffre équivalent pour les États-Unis, c'est 7,4% selon mes souvenirs. Et donc, il faut produire plein d'avocats, plein de financiers. En situation de guerre, vous aurez des types qui pourront produire des injonctions de payer qui ne sont pas d'une grande utilité sur le front. En fait, c'est ça l'échec fondamental de l'Occident. Donc, on a ce niveau des populations actives. Et puis, je raffine un peu en montrant que la fabrication de ces populations actives, actives pour les États-Unis, de cette population active qui s'active mais qui ne produit pas finalement, de ces études supérieures qui ne sont plus des études d'ingénieurs mais des études de droit, de finance, etc., sont quand même conditionnées par le fait que la vraie production américaine, c'est la production de dollars. L'Amérique produit la monnaie unique, et c'est ce qui plombe toute tentative de redémarrage industriel américain, malgré les mesures protectionnistes. Je veux dire, si vous voulez faire des études qui rapportent, vous devez vous rapprocher de la source sacrée qui produit des dollars. Donc vous n'allez pas faire des études d'ingénieur, vous allez faire de la finance, du droit, et toutes sortes de choses. Mais le livre va au-delà, et c'est important parce que si on veut faire de la prospective, de la vraie prospective, il ne faut pas être simplement capable de voir correctement ce qui se passe. Il faut être capable de voir si le processus qu'on décrit, je dis, c'est déjà pas mal d'accepter de voir la réalité. Hein. Je veux dire, tout le monde ne peut pas dire ça de nos jours. Hein. Bon, c'est pas ce qu'on entend sur toutes les chaînes France Inter. Bon, enfin, j'arrête. Hein. Bon, voilà. Bon, il faut se mettre en situation de pouvoir dire ou d'avoir des hypothèses fortes sur le caractère, s'il y a une évolution négative. En l'occurrence, l'évolution négative, c'est l'effondrement industriel, l'incapacité à produire des biens. Si cette évolution est réversible ou non. C'est-à-dire si
on peut imaginer tout d'un coup que, je veux dire, tout d'un coup, je sais pas, rentrer dans, tchac, une fée arrive, donne un cerveau à Joe Biden. Je veux dire, le Congrès est transfiguré, toutes les réformes positives sont passées, et donc l'Amérique se réindustrialise, lance des programmes d'armement considérables, prend son temps, et comme la Russie prend son temps d'ailleurs, et puis le cours de l'histoire est réinversé, et l'Occident n'est pas défait. L'Occident prend son temps et est un vainqueur. Donc, et pour ça, il faut qu'il y ait une réversibilité des processus, du processus. Et alors déjà, quand on est sur l'analyse du dollar et de la non-formation d'ingénieurs, on se dit que s'il y a réversibilité, ça va être compliqué quand même. Ça va prendre une génération. Donc c'est pas pour demain. Si les Russes gagnent la guerre en 5 ans et qu'il faut 30 ans pour reproduire des ingénieurs, ça va pas le faire. Hein. Bon. Mais il y a plus profond, et c'est là qu'est pour moi le vrai cœur du livre, et ce qui m'intéressait le plus intellectuellement, c'était de comprendre quel est ce qu'est vraiment. J'essaie de ne pas dire le déclin d'Occident parce que je voudrais pas faire du sous-Spengler, surtout vraiment, je peux pas. J'écrirai plus de livres, donc en théorie c'est ma dernière conférence sur ce livre, donc je suis dans un état rétrospectif sur ma propre vie, donc je ne peux pas m'empêcher de faire des digressions absurdes. Mais j'avais fait un papier sur Spengler quand je travaillais au Monde des Livres, quand j'étais jeune, le déclin de l'Occident. Ça n'a aucun rapport, hein, aucun rapport. C'est juste lamentable. Et mais ça vous montrer que je suis un type honnête. Et Jacqueline Piaté, ma chef bien-aimée de l'époque, est décédée, avait titré, c'était pour les je ne sais combien d'années du décès ou de la naissance de Spengler, avait titré, c'était moi qui avais fait un gros papier, hein, faut-il relire Spengler? Et ça n'avait pas raté, donc je disais tout le mal que je pensais de Spengler, et ça n'avait pas raté. On avait reçu une lettre aujourd'hui qui disait, avant de relire Spengler, Monsieur Todd ferait bien de le lire. Et effectivement, c'était tellement con et épais, il y en avait 2 tomes, j'aurais peut-être lu les 2 tiers. Donc voilà, aucun rapport. Donc j'essaie d'éviter la notion de déclin de l'Occident, je préfère défaite, c'est plus clair. Je vous prie de m'excuser ces digressions qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Et là, par contre, l'intellectuel, le penseur allemand réel, Spengler c'est de la soupe, hein. Donc ce sort de... c'est là juste... je m'en étrangle. Et c'est Max Weber. Et c'est en ce sens que ce livre, dont je vais parler de protestantisme, ce livre peut être considéré comme soit je ne sais pas si c'est un hommage, un pastiche ou une mise en boîte de Max Weber. Parce que pour Weber et les gens de sa génération, on est juste avant 1914, hein, on est au grand moment de triomphe de l'Europe, du monde occidental, de l'émergence de la suprématie industrielle, la colonisation du reste de la planète. Et pour des gens comme Weber, l'ascension de l'Occident, c'était le triomphe de certaines vertus associées au protestantisme, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et je suis d'accord, personnellement. Ça n'est pas que ça. L'Italie de la Renaissance a été très importante, mais quand on regarde ce que sont les vraies puissances industrielles à la veille de la guerre de 14, il y a bien entendu le Royaume-Uni qui a fait la révolution industrielle. Il y a l'Allemagne unifiée qui est aux 2/3 protestante. Il y a les États-Unis qui sont la plus grande puissance économique mondiale déjà et qui sont un pays protestant.
dans son cœur, malgré l'immigration irlandaise, italienne catholique et l'immigration juive, qui ne devait pas être si importante que ça encore. Je ne sais pas, je passe en tête. Et puis, la France est dans le peloton de tête, encore, mais par une sorte de miracle. Parce que collée au monde protestant, elle a réussi à se maintenir. L'image qui me vient, c'est du mec qui reste collé au peloton en se mettant dans la prise de vent des mecs qui sont en... Je vois un jeune furieux là. Mais c'est pas grave, on en parle après. Hein. Et puis les pays scandinaves. Et effectivement, la carte du développement pris en termes éducatifs, à la veille de la guerre de 14, c'est la carte du protestantisme. Et alors pour Weber, j'ai repris et cité une très belle citation de Weber sur la combinaison de discipline individuelle et de discipline collective associée au protestantisme. Mais pour moi, fondamentalement, le protestantisme, c'est l'alphabétisation de masse. Et c'est parce qu'il faut que tous les croyants aient accès aux Écritures, puissent lire eux-mêmes, et le protestantisme a fabriqué des populations totalement alphabétisées dans une région particulière du monde et avant tout le reste du monde, et ça a permis à ce monde protestant de faire la course en tête. Donc, mais ce que j'étudie dans ce livre, c'est l'inversion de ce processus. C'est-à-dire, bon, ok, quelle qu'en soit la cause, le protestantisme est à la source de l'ascension de l'Occident, en son sens, je dirais, le plus étroit, défini par une variable religieuse. Mais qu'est-ce qui se passe si cet avantage religieux de formation morale et intellectuelle disparaît? Et donc là, j'ai profité de ce livre, pour raffiner un peu, ou pour faire avancer d'un cran tout ce travail que j'ai fait ces dernières années sur la religion, en fait. Les gens considèrent que... si on résume ce que je fais, on parle toujours de structure familiale, et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie sur les structures familiales, mais si on regarde les livres que j'ai écrits ces 10 ou 15 dernières années, ce qui apparaîtra, c'est que la variable religieuse est de plus en plus importante, et presque à parité avec la famille. Donc j'avais déjà été amené à distinguer, à raffiner le modèle de la sécularisation ou la déchristianisation, qui était ce qu'on pourrait appeler le modèle standard autrefois. Donc soit vous avez une religion qui est pratiquée avec des gens qui croient en Dieu, mettons, dans le système chrétien, soit cette religion n'est plus pratiquée. Donc vous avez un système 1-0. Et puis, dans le bouquin que j'avais fait avec Hervé Lebras, le mystère français, pour essayer de comprendre pourquoi certaines régions d'où le catholicisme venait de disparaître, l'ouest de la France par exemple, dans les années 60, 90, dans le bassin parisien, c'est 1730-1740, l'effondrement de la pratique religieuse catholique. Pourquoi ces régions se portaient mieux, résistaient mieux à la globalisation, gardaient des traditions d'entraide, de coopération, avaient de meilleurs résultats éducatifs, des taux de chômage plus faibles, et on avait, non c'est moi, c'était mon idée, j'avais parlé de catholicisme zombie. Alors, dans mon idée initiale, comme dans le mystère français, on montrait un avantage comparatif des régions qui étaient restées plus longtemps fidèles au catholicisme, et ma peur principale, c'était d'apparaître comme une sorte
grenouille de bénitier souterraine. Enfin, souterraine n'est pas le mot pour le bénitier. Mais enfin bon, je sais pas, je me perds un peu dans mes métaphores là. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Bon, hein, une grenouille des profondeurs. Donc je pensais que c'était ironique et que ça montrait qu'il n'y avait pas d'intention rechristianisatrice de ma part. Alors ensuite, j'ai réutilisé le concept et là il a moins plu. Parce que c'était au moment de manifestation pour Charlie, là. Et donc, comme j'avais remarqué que l'intensité des manifestations était d'autant plus forte qu'on était dans l'une de ces régions d'où le catholicisme venait d'y disparaître, j'avais dit, ben oui, les manifestants, beaucoup d'entre eux, sont des chrétiens zombies, catholiques zombies. Alors là, ça avait été l'horreur. Puis alors là, le mot zombie semblait plus du tout sympa et ironique. Voilà. Là, j'ai pris cher. Hein. Je n'ai jamais pris si cher dans ma carrière d'auteur. Donc moi, j'étais en train de développer des concepts sur le... C'est vraiment le savant Kossunis au pays de l'idéologie. On se retrouve dans des situations où les gens disent « Oui, c'est un provocateur. » Il faut dire toujours le contraire de ce que les gens disent. Il aime qu'on lui tape dessus. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, j'avais ce concept-là. Et là, dans ce livre-ci, il m'avait semblé, dans toutes sortes de travaux que je fais sur la France, je voyais que, en fait, je voyais le catholicisme zombie disparaître. Par exemple, je m'étais aperçu que ça servait plus comme avant pour comprendre la distribution du vote Front National. Il y a eu une phase dans son développement où le vote Front National, et c'était bien Front National à l'époque, était, si on faisait disparaître l'effet nombre d'immigrés d'origine maghrébine, on faisait apparaître un effet déchristianisation ancienne. Le Front National était relativement plus fort dans les vieilles zones de déchristianisation. Donc il était toujours fidèle à cette carte. C'est fini. Maintenant, il n'y a plus d'effet de ce type pour le Front. Voilà, donc je plaidoyais. Et donc j'ai été amené petit à petit par un coup, puis là, clac, j'ai sorti le concept à définir un état zéro de la religion. Donc, état de la religion actif, c'est-à-dire les gens croient en Dieu, voient la messe, ça tourne. Hein. État zombie, les gens ne croient plus en Dieu, ne vont plus à la messe, mais restent dans leur façon d'être, conditionnés par les valeurs morales et l'organisation sociale héritée du christianisme. Et il y a des idéologies de substitution qui apparaissent, l'idée nationale, le socialisme, le communisme, enfin tout ce qu'on veut, toute une variété, mais ce sont des religions de substitution et leurs valeurs fondamentales ne sont pas si différentes. Il y a un très beau livre d'Edgar Quinet qui montre que les valeurs de la Révolution française sont au fond très proches de celles du catholicisme libéral égalitaire du passé. Et donc on a cette étape. Et puis il y a un stade zéro où il ne reste plus rien en fait. Et toutes les valeurs, pour moi c'est un sacré pas quand même, parce que toute ma vie, encore une fois je vous prie d'excuser cet accès de narcissisme de chercheur, mais j'ai été toute ma vie accusé de ne pas voir le changement, de ne rechercher que des permanences dans l'histoire, que d'avoir une vision fixiste de l'histoire. Mais là, j'ai fini quand même par accoucher d'un concept qui permet de comprendre, ou de formaliser du moins, le fait qu'on est passé complètement en apesanteur. Au sens strict, il n'y a plus de pesanteur historique. C'est-à-dire il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Et cet état zéro, alors toujours, l'école des annales, ça serait quand même sympa de trouver un paramètre, des statistiques quelconques qui permettent de dater des courbes. Et je dis, dans le christianisme zombie, les gens ne vont plus à l'office dominical,
il ne croit plus en Dieu, cela va de soi, mais ils continuent de faire baptiser leurs enfants, ils continuent de ne pas se faire incinérer, parce que l'Église n'aimait pas ça, et ils continuent de penser, ça n'est pas une blague et ça n'est pas une prise de position, mais de penser que le mariage civil, comme le mariage chrétien, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Voilà. Et donc, ça me donne, à partir de ces trois moments, rite de passage, en fait, le baptême, le mariage, le décès, ça me permet de voir comment les sociétés d'Occident sont sorties de toute trace de christianisme. C'est-à-dire, le baptême disparaît comme pratique usuelle, la crémation se répand jusqu'à devenir dominante, pratique et pas chère, hein, quoique, et rendant effectivement l'hypothèse de la résurrection des corps encore plus difficile à accepter, hein, si je puis me permettre. Et puis surtout, ce truc formidable qui permet de donner une date, c'est le mariage pour tous. Donc je fais une utilisation anthropologique, technique et non morale du mariage pour tous, comme nous permettant de dater, c'est très proche pour tous les pays occidentaux, le moment où toute trace, non pas simplement du mariage chrétien a disparu, mais l'atteinte d'un état zéro de la religion. Zéro parce que pour aucune des religions du livre, le mariage d'un homme et d'un homme ou d'une femme et d'une femme n'a de sens. Je ne suis pas en train de prendre parti, je dis même avec un sourire gourmand d'historien anthropologue, génial, grâce au mariage pour tous, on a une date. Et c'est bien entendu à partir des années 2010, 2020. Et alors, à partir du moment où on a cette hypothèse d'un état zéro de la religion, c'est-à-dire dans lequel il n'y a plus de traces en fait des valeurs héritées du passé, vous pouvez comprendre mais tant de choses. J'ai pas, je dirais, tout exploité. Il y a je vais tout de suite commencer par un aspect positif en fait. Le protestantisme, dont la dynamique éducative avait assuré le décollage des pays protestants, bon, il est évident que l'état zéro du protestantisme n'est pas de bon augure pour l'évolution éducative. Et effectivement, ce qui caractérise les pays protestants, pas que protestants d'ailleurs, c'est un effondrement, non pas simplement aux États-Unis du niveau éducatif, mais même du niveau intellectuel. Dans les pays protestants, on aime bien mesurer les quotients intellectuels. Il y a un lien, en fait, avec le protestantisme. Mais bon, ces quotients intellectuels sont en baisse maintenant. Et le lien, c'est que le protestantisme est associé... Alors, dans le protestantisme, il y a ce que j'appelle une composante terrestre, égalitaire. Le prêtre ne compte pas, tout le monde doit savoir lire, tout le monde doit avoir un contact direct avec Dieu, égalité. Mais par contre, dans les conceptions métaphysiques, c'est inégalitaire parce qu'il y a des élus et des damnés. C'est pas juste un système où on est lavé du péché originel par le baptême. Il y a des élus et des damnés. L'expression la plus dure est dans Calvin, mais Luther, c'est la même chose. Et donc, en fait, ce qu'on constate dans l'histoire, c'est que le protestantisme actif aux zombies est associé à des conceptions sociales inégalitaires, partiellement brutales d'ailleurs dans la phase zombie. La forme allemande du protestantisme zombie, c'est le nazisme. Hein. Pas sympa. Les élus et les damnés, on sait qui c'est. Mais aux États-Unis, par contre, mais ça vaudrait pour l'Allemagne aussi, on peut dire, l'effondrement, l'atteinte d'un état zéro du protestantisme permet d'expliquer pourquoi
la variable de couleur, le racisme anti-noir, ne fonctionne plus aux États-Unis. Je veux dire, les États-Unis ont élu un président noir, enfin, selon les critères américains, parce que sa mère était blanche, donc on peut discuter. Hein. C'est bon. Et donc la variable, cette conception éducative, alors ça n'a pas résolu les problèmes des Noirs, parce que comme la machine éducative et économique s'est arrêtée, la mobilité sociale est tombée encore plus bas qu'en Europe, et les Noirs qui étaient déjà en bas sont restés en bas. Donc ça produit un autre type d'oppression des Noirs, il ne faut pas idéaliser. Mais quand même, la disparition du racisme anti-noir américain est quelque chose qui peut être célébré. Voilà, et donc alors cette hypothèse de disparition de protestantisme zéro, d'atteindre un protestantisme zéro, me permet d'analyser dans un chapitre complet la pulvérisation de la classe dirigeante américaine, qui était une classe dirigeante protestante, même si l'Amérique était devenue très diverse sur le plan, l'un des moments les plus rigolos dans la conception de ce livre, c'était les 3 heures de discussion avec Peter Thiel. Vous voyez qui c'est? Ah non, c'est l'un des fondateurs de PayPal, c'est un magnat de je pense, Silicon Valley, enfin même s'il habite à Los Angeles, qui était rentré en contact avec moi pour discuter, etc. On a passé 3 heures au Georges V à se marrer, simplement. Non mais c'est vraiment, non mais je parle en chercheur, enfin, c'était vraiment pété de rire. Et je me vois encore faisant le compte de quel protestant restait-il au gouvernement américain. Donc je le vois encore me dire, Jake Sullivan, là, c'est irlandais, ça m'a pas l'air très protestant, ça. Et en fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a plus de protestants au gouvernement américain. Si Trump revient au pouvoir, il y en aura nominalement. Mais ça va être des évangélistes cinglés qui sont des hérétiques beaucoup plus que des protestants. Mais oui, donc c'est... voilà. Enfin bon, je vais boucler et conclure pour qu'on puisse parler. Ça va comme topo? Très bien. En gros, cette analyse de l'atteinte d'un état de protestantisme zéro me permet bien entendu de considérer que ça ne va pas être très réversible tout ça pour les États-Unis, puisque la construction de la matrice religieuse chrétienne et spécifiquement protestante, ça avait pris à la louche 1 millénaire et demi, et que je pense pas que l'Occident ait 1 millénaire et demi devant lui pour se remettre à croire en Dieu et tout le reste. Bon, voilà. Et puis, ça permet vraiment ça me frappe de plus en plus, et au-delà du livre, de comprendre cet état d'apesanteur dans lequel on est. Je sais pas, on essaie de voir tout ce qui se passe. Les gens n'ont plus de mémoire historique. Je veux dire, donc ici, on va avoir un gouvernement qui traque l'antisémitisme, et qui trouvera tout à fait normal d'envoyer des missiles Scalp à un régime ukrainien qui contient des néo-nazis. Je veux dire, plus rien c'est un exemple pris au hasard. Je suis protégé par mes origines juives, j'ai le droit encore de dire des choses sans être soupçonné. Je suis baptisé aussi. Je veux dire, ça se faisait beaucoup après-guerre quand même. On ne sait jamais. Mais je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais ce qui rend, un dernier concept que j'ai oublié de mentionner qui est très central, je vais le faire, le nihilisme. Mais vous voyez, pour ça, Macron, là, ce serait plutôt catholicisme zéro. En fait, Macron est quand même assez improbable comme mec.
Je veux dire, la vérité, c'est qu'il est juste dérangé. Mais c'est une vérité, mais ça n'est pas du tout le problème pour un sociologue et un historien de l'école des annales. C'est pourquoi est-ce qu'on a des classes supérieures et un système d'information qui ne dit pas cette vérité si simple et qui arrive. C'est parce que il n'est pas le seul à être dérangé. En fait, l'état religieux zéro a mis la société en grand état de dérangement, et où les choses n'ont plus de sens. Ouais, on commémore, je ne sais pas comment dire, j'essaierai de dire quelques horreurs quand on discutera. Je termine par ce que j'avais oublié, qui est bien entendu le plus important dans le livre, c'est que c'est l'effet fondamental de cet état religieux zéro, c'est qu'il laisse plusieurs effets. C'est-à-dire que moi, dans ma génération de 68 arts, qui a mis son lycée en grève, alors j'avais déjà laissé apparaître à l'époque des tendances fondamentalement conservatrices, hein. Puisque moi, j'étais déjà aux Jeunesses communistes avant mai 68, mais en juin 68, j'ai adhéré au Parti communiste. C'était pas le truc tellement branché. C'était déjà quand même un super réflexe conservateur, qui fait que maintenant, je fais partie de ces idéologues conservateurs qui pensent, je vais le dire, cette théorie complètement archaïque et dépassée, qui pense qu'on ne peut pas transformer un homme en femme et une femme en homme. Vous voyez, déjà par mon adhésion au Parti communiste en 1968, je donnais des signes de conservatisme précoce. Pour un type de 17 ans, c'était quand même... voilà. Bon. Enfin, à l'époque, quand même, on avait bien rigolé, et on pensait que la disparition de toutes les croyances, de toutes les idéologies, ça allait produire un individu libéré. Je ne sais pas comment dire. Moi, j'étais lecteur de Reiser. Et en fait, ce qu'on a vu apparaître, c'est juste le contraire, c'est-à-dire des espèces de nains mimétiques. On n'a plus le droit de rien dire. Vous voyez, je suis là à faire comme si c'était une sorte de vague plaisanterie. Des histoires de changement de sexe, enfin on vit dans la terreur maintenant, pour un mec de ma génération, on vit dans la terreur. Je sais pas, je suis plus... et pas juste en public, hein, en privé aussi, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dire. Hein. Donc ça n'a pas produit, ça produit plutôt des individus diminués, mais et les phénomènes... C'est pas du totalitarisme orwellien, c'est d'autres choses qui apparaissent, qu'il va falloir définir. C'est doux, c'est autre chose, c'est... je sais pas comment dire. Enfin voilà. Mais le fait est que, au bout du bout, une fois que plus personne ne croit en Dieu et que plus personne ne croit en la métaphysique chrétienne ou ses dérivés métaphysiques, laïques, socialistes, communistes, nationaux, etc., nous sommes toujours confrontés à des individus, ça va être le moment café du commerce métaphysique, où nous sommes toujours quand même, j'espère que je ne vais blesser personne en disant ça, mais nous sommes confrontés au fait que je ne vois pas de sens clair à la vie. Et je pense ne pas être le seul. Hein? Et donc, en fait, la disparition de toutes ces croyances, elle libère, mais elle met l'individu dans un grand vide. Et l'effet, alors ça a toutes sortes d'effets, ce vide. Je suis désolé, j'ai une page seulement dans le livre, c'est de la géopolitique. Là, je ne suis plus tellement en train de parler de l'invasion de l'Ukraine, hein. Mais pour moi, j'ai dû aller vite, mais condenser, mais c'est vraiment fondamental. Et ce vide produit certainement des réactions admirables. La mienne, par exemple, je considère comme admirable, je l'analyse,
avec une froideur et une lucidité qui m'impressionne. Donc, personnellement, je trouve que ma réponse à cet état de vide existentiel est, au stade actuel, digne et intelligente. Je ne fais aucun mal à personne en le pensant. Mais la réaction, il y a des gens qui retrouvent Dieu d'une autre manière. Bon, il y a des gens qui cherchent dans le développement personnel une solution, mais ça me paraît mal barré. Mais la réaction la plus banale, je le dis, de cette réaction au vide, au rien, c'est la déification du rien et c'est l'apparition de formes diverses de nihilisme, en fait. Et donc le nihilisme, dans le livre, est un concept absolument central que j'applique aux États-Unis et qui, à nouveau, donc, mais quelque part, état religieux zéro, nihilisme, c'est le côté pile et face d'une même pièce historique avec un jeu de mots, mais ça permet de tellement comprendre, c'est-à-dire, et en particulier, l'attitude totalement cinglée des États-Unis sur le plan géopolitique. C'est certes une société qui ne va pas bien, qui a des intérêts à défendre, des intérêts géopolitiques. J'en note certains. Séparer la Russie de l'Allemagne, les maintenir séparés, c'est un objectif rationnel du point de vue de la géopolitique américaine. Mais d'abord, ça va rater, puisque je suis absolument convaincu que les Allemands et les Russes vont se réconcilier quand cette guerre sera terminée, ou même avant. Mais, je veux dire, il y a une sorte de préférence pour la guerre, pour la violence, et je vais terminer là-dessus, d'ailleurs c'est le post-script du livre, le livre était terminé, et puis les événements de Gaza sont arrivés, que je ne traite pas en eux-mêmes. Je veux dire, c'est un sujet qui... Je ne parle pas d'Israël, je ne parle pas du Hamas, etc. Ce qui m'a intéressé comme illustration du livre, c'est la réaction américaine, en fait. Alors là, ils essaient d'en sortir, mais c'est pas vrai. Ils continuent à alimenter en armes le conflit, qui immédiatement, les Américains ont joué pour l'aggravation du conflit, en fait, en soutenant de façon aveugle Israël. Et c'est le vrai... Donc je vais terminer, finalement, c'est exposé improvisé, pas si mal construit. Le type qui s'énervait de s'en être sorti. Je suis désolé, hein. C'est l'ambiance familiale qui me mène dans cet état, mais je suis toujours comme ça ici en fait. Et donc hein, c'est un bon. Donc je disais que j'exprimais une satisfaction d'avoir raison. Je ne peux pas le cacher. Je veux dire, j'ai écrit un livre, La défaite de l'Occident. Clac, 3 mois après, c'est fait. Je veux dire, waouh. C'est le type qui n'a pas perdu la main en termes de timing, mais inquiétude sur l'aveuglement et avec cette idée de dire comment est-ce qu'on va atterrir dans la réalité. Et ce que je dis dans le livre très clairement, c'est que compte tenu de cet état zéro, du nihilisme, etc., on doit garder à l'esprit, surtout concernant la politique extérieure américaine, l'idée que tout est possible. Tout est possible, en fait. Et donc, à 90%, je suis tranquille. Je ne pense pas que Poutine va envahir l'Europe occidentale. Je pense que la messe est dite. Je ne pense pas que l'Europe occidentale va partir en guerre. Je ne pense pas que Macron va envoyer une armée française de 20 000 hommes affronter 500 000 Russes. Mais regardez l'état zéro, quand même, hein, une illustration de l'état zéro. Donc vous avez Macron se propose, ou commence à dire qu'il va falloir envoyer des troupes françaises en Ukraine. La presse traite ça comme un sujet intéressant, important. La presse française en particulier met un certain temps à réaliser que Macron vient de terroriser tous nos alliés de l'OTAN. Le lendemain, j'allume France 2
Là, je suis hyper content de ne pas m'être trompé et de ne pas avoir dit Antenne 2. Pour moi, c'est ça le challenge. C'est comme l'article indéfini en anglais. Voilà, le challenge. Et j'écoute les informations. Et alors là, une nouvelle formidable traitée. Enfin, un mouvement MeToo dans l'armée. Donc, la priorité pour ce corps expéditionnaire de 20 000 hommes, c'est que, avant d'aller casser du russe, les femmes, les 17% de femmes de l'armée française, la troisième la plus féminine, vont quand même mettre les hommes au pas sur le plan sexuel. Je le dis, à part ça, Poutine doit avoir super peur. Peut-être je vais arrêter sur cette très mauvaise plaisanterie. Ça va ? Merci Emmanuel. Le débat est ouvert, vous avez la parole, je vous en prie. Alors, je ne vois pas toutes les... Oui, monsieur. Après Françoise. Après, oui, je vous en prie. D'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup de plaisir à lire votre livre. C'est vraiment, je dirais, lucide, acéré. Moi, on n'utilise pas ce terme pour je dirais, un ouvrage. C'est un vrai page-turner. C'est vraiment un vrai page-turner. Vraiment, on avait envie de lire au fur et à mesure. C'était vraiment, je l'ai quasiment d'une traite. C'était vraiment très très bien. Merci. Et je veux dire, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est qu'effectivement, le message qui passe, c'est que pour vous, donc je dirais le déclin, ou on peut l'appeler comme ça, ou l'effondrement de l'Occident, c'est quelque chose d'absolument irréversible. Et ça, c'est vrai qu'on peut le penser. Je me dis, effectivement, on arrive maintenant, la religion zéro, tout ça, on arrive au nihilisme. J'ai l'impression que c'est même plus que le nihilisme, c'est vraiment la pulsion de mort, en quelque sorte. Bon, le nihilisme, ça inclut ça, mais... Mais quelque chose de vraiment, comme par exemple, on peut en penser ce qu'on veut, je dirais de manière philosophique, mais la légalisation de l'euthanasie, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, il y a quelque chose, je dirais, de quasiment irréel, enfin, je dirais, quelque chose comme si la civilisation cherchait quelque part la mort, en quelque sorte. Je sais. Alors là, je dirais que j'ai un problème de dissociation mentale personnelle. C'est-à-dire, je ne peux pas vous contredire, et effectivement, on peut tirer ça de ce que j'ai écrit, mais moi-même, je ne ressens pas les choses comme ça. J'en parlais avec Bertrand, je suis un incorrigible optimiste. Je suis absolument certain qu'il y a des trucs que j'ai pas vus. Je crois que l'homme peut tout à fait survivre à la disparition de tout concept religieux. Et je ne ressens pas le côté obscur de la force comme sur le point de vaincre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Je dis, le Homo sapiens, ça fait de grandes choses avant le christianisme. Et, je veux dire, les chasseurs-cueilleurs ont quand même assuré pour la suite. Donc le pulsion de mort, c'est pas... Alors, tous les éléments que vous avez cités, honnêtement... moi, je les ai plutôt vécus comme... mais c'est peut-être vous qui avez raison, comme des conneries. Vous voyez, c'était inscrire l'IVG dans la Constitution. Pour moi, alors je ne peux pas rester au plaisir de rappeler que ma grand-mère maternelle était l'une des 343 salopes qui ont signé sur le fait d'avoir avorté à l'époque des luttes de la militance sur la question. Juste pour dire que je ne suis pas super réactionnaire, mais ça me paraît plutôt... surtout, je trouve... Quels étaient les autres exemples que vous donniez? L'euthanasie. Je ne sais pas, c'est un problème quand même, la fin de vie. C'est-à-dire, moi, j'atteins le stade où je vois beaucoup de gens disparaître, et je vois comment ça se termine. Il y a quand même... c'est un sujet. C'est pas... ce qui m'intéresse, c'est surtout comme ça en démographie, c'est pas la mort, la variable fondamentale, c'est la vie. C'est la basse fécondité qui m'inquiète, moi.
C'est la basse fécondité, c'est-à-dire qui est commune aux Russes et aux autres maintenant. Tout le monde, les Russes sont des Occidentaux, les Chinois sont des Occidentaux. Les Africains. Comment? Sauf les Africains. Oui, mais la transition démographique a commencé. Mais c'est vrai que dans une longue phase transitoire, on va dépendre. Je dis comme ça, c'est provocateur, mais c'est vrai que l'Afrique, au stade actuel, est plutôt un sujet de perplexité pour les démographes. Moi, je pense que les effets retard dans la transition démographique. Peut-être parce que la transmission de la vie est liée à la transmission de la foi, et que l'Afrique est justement encore, Non, alors. de ce côté-là, beaucoup plus actif que nous sur le plan du christianisme. Oh non, non, parce que c'est pas. Non, Et ça, non, moi, je pense que pour l'Afrique, je pense que c'est plutôt lié à la polygamie, au fait que la responsabilité de l'enfant n'est pas aussi clairement focalisée sur un couple parental. C'est plutôt là. Si je faisais, c'est terminé, hein, je ne veux plus faire de recherche sérieuse. Bon, mais si je faisais de la recherche en démographie, j'essaierais de voir comment la polygamie influe sur les comportements. L'islam, il n'est pas impossible que certaines catégories d'islam produisent des effets retard dans la baisse de la fécondité, mais pas toutes. L'Iran, l'islam chiite, est très chrétien dans ses effets. L'Iran a une fécondité assez comparable à la nôtre. Mais moi, de toute façon, j'ai un défaut depuis que je fais de la recherche. Je suis toujours beaucoup plus intéressé aux pays avancés, les plus avancés. Je suis toujours intéressé aux pays qui faisaient la course en tête. Et je parle de la Suède. Quand j'étais gamin, j'ai été fasciné par la Suède, par le Japon, par les pays anglo-saxons. Je sais pas, j'ai jamais été très performant sur le tiers-monde, en fait. Aujourd'hui, c'est l'Indonésie, les pays qui font la course en tête. Plus l'Indonésie, moi, si j'étais jeune, j'irais en Indonésie. Ça serait un choix intéressant parce que c'est un pays musulman avec une fécondité. Je me souviens d'une discussion qu'on avait écrite avec Youssef Courbage, le rendez-vous des civilisations. Le titre était un peu exagéré, il était très bon, mais il n'était pas de nous parce que c'était plutôt un rapprochement de civilisation dans lequel on notait la baisse de fécondité dans l'ensemble du monde musulman. C'était à l'époque où tout le monde parlait d'un homo islamicus irréductible, comme on avait parlé d'un homo soviéticus transformé pour l'éternité, rien ne va changer. Et donc, Youssef est l'un des grands spécialistes mondiaux de la démographie du monde musulman, hein. Et il avait toutes les données sur tous les pays, et donc on voyait les fécondités, mais c'est vrai que les valeurs planchées atteintes, à part certaines régions chiites, restent au-dessus du seuil de remplacement. Mais je me souviens d'une discussion qu'on avait avec Youssef, qui devait être au fond un malthusien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je ne sais pas où il en est. Caché, il me dit quand même la transition. Visiblement, il voyait la baisse de la fécondité comme une sorte de 24 heures du Mans démographique. Les gens allaient vite ou pas vite. C'était la vitesse de baisse de la fécondité qui était le critère du succès. Et donc, il disait non mais l'Indonésie, c'est pas possible. On croyait que ça allait être, je sais pas, comme Taïwan ou comme l'Asie orientale, mais là vraiment, la baisse de la fécondité est bloquée, c'est nul. Je simplifie un peu sa pensée, hein. Et je dis mais Youssef, tu penses vraiment, j'actualise avec les chiffres, qu'avoir 2,2 enfants par femme, c'est moins bien que 1,1. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, tous les pays d'Asie orientale sont en état de suicide démographique, et un peu plus de 2 enfants par femme, c'est juste très raisonnable. Donc, et l'Indonésie, c'est bien, puis c'est un islam avec statut élevé de la femme, systèmes familiaux matrilocaux. Moi, je m'étais dit que si on avait vraiment voulu mettre un peu de détente sur l'islam, le statut de la femme, en France, on aurait
ouvert des bureaux d'immigration à Sumatra, à Java, pour faire venir en France plein de musulmans matrilocaux ou matrilinéaires pour, je dirais, élargir le débat. Et donc oui, l'Indonésie est un bon pari. Hein. Merci. Françoise. Oui, bon. Moi, c'est ce qui m'a... J'ai pas lu le livre. Hein. Oh, mais on peut s'en passer. Hein. C'est pas... Oui, non, mais je n'ai fait qu'écouter votre présentation du livre et il y a quelque chose qui me chiffonne. C'est le fait que vous disiez qu'on est au degré zéro de la religion et en particulier du protestantisme, alors que partout où je vais, je suis journaliste, grand reporter, je vais dans beaucoup d'endroits, je vois galoper l'évangélisme. Et l'évangélisme s'installe partout. Oui. Il conquiert des tas de peuples qui avant étaient protestants ou animistes, en particulier en Afrique, c'est absolument effrayant. Et cet évangélisme, il est né aux États-Unis. Oui. Et il est très vivant aux États-Unis et il est très lié avec l'État d'Israël et les néo-évangélistes israéliens qui expliquent beaucoup même de faits politiques qui se sont passés aux États-Unis. Donc je trouve que le degré zéro alors, j'ai mentionné tout à l'heure, dans mon exposé, si les sources sont exactes, j'ai dit que si Trump revenait au pouvoir, on retrouverait des protestants évangéliques autour de lui. Je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai dit, mais c'est pas des vrais, ce sont des hérétiques. Alors, non, je vais vous donner une référence. Vous pouvez juger par vous-même. Alors, je vous donne d'abord la bonne source pour étudier. C'est un bouquin c'est un essayiste et critique, analyste américain qui est un peu l'un des représentants au New York Times du conservatisme intelligent, donc il n'est pas dans la tendance centrale. C'est un type qui s'appelle Ross Douthat, D-O-U-T-H-A-T. Je n'essaye même pas de le prononcer en anglais, car j'ai lu quelque part où j'ai regardé, écoutez, D-O-U-T-H-A-T. Lui-même disait que même aux États-Unis, les gens ne savaient pas prononcer son nom, donc en tant que Français, je ne me sens pas du tout coupable d'être dans la situation n'importe quelle. Il a écrit un livre qui s'appelle Bad Religion, la mauvaise religion, disant sur les États-Unis, disant comment nous sommes devenus une religion d'hérétiques. Et donc, si les souvenirs sont exacts, il montre bien. Je veux dire, si vous voulez, le protestantisme. Moi, quand je parle de religion, je suis pas croyant personnellement. Mais quand je parle de religion, je suis un mec sérieux, sans être un intégriste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment croire en Dieu, et le Dieu des protestants n'est pas un rigolo. Vous voyez, c'est un Dieu sévère. C'est pas exactement le Dieu de l'Ancien Testament, mais il n'est pas là pour nous gâter. Ok ? Il est là pour juger. Mais le Dieu des évangélistes est un super copain. Le Dieu des évangélistes américains est un comique. C'est un type qui donne des bonus. C'est une religion de la gratification. C'est pas du protestantisme, ça. Le protestantisme, c'est pour souffrir. Merde. Je vais vous dire, je parle pas en l'air. Il y a eu des époques où vraiment l'histoire religieuse, il doit rester dans la famille une anxiété religieuse. Bon, voilà, je sais pas comment dire. Alors moi, je suis pas croyant, mais la religion me passionne. Et à une époque où je disais, écoutez, quand je regarde quand même la religion dont je me sens le plus proche, c'est quand même instinctivement, c'est le protestantisme. Et c'est pour ça que je suis rudement content de ne pas être croyant. C'est quand même une religion pénible. Voilà. Donc, vous voyez, donc, il faut prendre les choses au sérieux. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des évangélistes partout. Si c'est autre chose. C'est pas des vrais protestants. C'est autre chose. Peut-être, mais ils ont une influence considérable. Mais je m'en fous, c'est autre chose. Je veux dire,
il va y avoir dans le désordre et l'abandon et l'état zéro, il y aura les gens qui font du développement personnel, il y aura les gens qui considèrent qu'ils vont être soignés en touchant certaines pierres, puis il y aura les évangélistes. Oui, il faut aller les voir en Israël, parce que là, ils ont vraiment... ils ne sont pas des rigolos, alors, pour le coup. Je pense que ils attendent la fin du monde avec beaucoup de... Je sais qu'il y a une fixette des évangélistes américains sur Israël, qu'on peut d'ailleurs, à mon avis, dissocier de l'analyse de la dynamique de la société israélienne elle-même. Mais je pose la question, d'ailleurs, sans la résoudre, la question de réfléchir à ce serait un judaïsme zéro. Mais je la pose pour les États-Unis, en me demandant si le niveau éducatif des Juifs américains n'est pas en train de baisser. Parce que le judaïsme aussi est très fort dans la dimension de l'éducation. Et donc, je me posais des questions sur le niveau intellectuel. Oui, d'ailleurs, je vais une petite remarque à propos des ingénieurs qui ne fabriquent plus, mais ils en achètent à l'étranger. J'ai tout un passage dans le livre, mais si vous voulez, si pour combattre la Chine, vous dépendez de l'importation d'ingénieurs chinois, vous n'êtes pas dans une situation géopolitique très saine. Et surtout que la Chine est en dépression démographique et ne va pas pouvoir fournir indéfiniment. De toute façon, importer de la main-d'œuvre qualifiée, c'est toute l'histoire des États-Unis. Mais au XXe siècle, ils faisaient ça, et en plus, le protestantisme local produisait des gens éduqués, travailleurs, moraux, civiques, racistes, enfin tout bien le protestantisme. Alain. Alain. Oui, vous considérez que les évangélistes ne sont pas des protestants, mais parce que je pense que vous avez, d'ailleurs vous parlez toujours du protestantisme, mais dès l'origine il y a des protestantismes. Et contrairement à ce que vous avez dit, même un papiste impénitent, c'est que Luther et Calvin, c'est pas la même chose. Et pour prendre un pays qui vous est cher, la Grande-Bretagne, c'est encore plus caractéristique, parce que, d'accord, ils ont des protestants tendance calviniste. Enfin, l'anglicanisme, c'est quand même un objet non identifié, qui correspond très bien à l'Angleterre, d'ailleurs. Ça ne pouvait exister qu'en Angleterre. C'est plus vraiment du catholicisme, c'est pas complètement du protestantisme non plus. Comment vous expliquez que enfin, toutes ces nuances, c'est plus que des nuances souvent, parce qu'ils sont quand même allègrement massacrés, comme tous les chrétiens, j'allais dire. Mais comment vous expliquez que ça produise la même chose? Alors, ça produit la même chose dans une seule dimension. Et pour l'anglicanisme, alors là, vous avez raison. Vous n'avez pas tort sur le reste non plus, d'ailleurs, mais en fait, vous avez globalement raison, mais j'ai pas tort. Non, mais si vous voulez, je peux vous faire la carte de la distribution de la pratique religieuse anglicane et de la pratique religieuse non conformiste en Angleterre, au niveau des comtés. Dans mon livre, j'explique que l'effondrement du non-conformisme a produit d'abord en phase zombie les libéraux, les travaillistes, et puis que dans la phase zéro, peut-être j'avance un peu, mais ça donne l'effondrement des bastions travaillistes aux dernières élections. Je sais tout ça. En fait, je suis parti de l'histoire religieuse de l'Angleterre pour m'intéresser à la religion. Je peux vous parler des débats sur la prédestination. Alors dans Calvin, c'est très clair, hein, c'est vraiment la double prédestination. Puis il y a des gens qui disent que Luther, c'était pas clair, mais dans un autre livre où je traite de ça, ça doit être l'invention de l'Europe. Si vous y allez, si vous avez vraiment du temps à perdre, vous pouvez aller voir que je suis allé lire le traité du serf arbitre de Luther, pour retrouver la prédestination dedans. Je traite de l'évolution néerlandaise vers l'arminianisme et la redécouverte du libre arbitre. Non, j'ai bossé, hein. Mais là, je simplifie. Et ce qui est clair,
c'est que si vous regardez en 1930 des cartes de l'alphabétisation en Europe, vous verrez la carte du protestantisme avec une petite faiblesse anglaise à l'intérieur du protestantisme. Vous allez retrouver votre anglicanisme, effectivement, qui est effectivement un des traits catholiques, mais ça sera très fin, parce que vous allez retrouver tous les pays scandinaves et vous retrouverez l'Estonie et la Lettonie, luthéranisés par la Suède, qui ont des taux d'alphabétisation très élevés. Oui, et donc il y a des nuances. Les protestants allemands, le protestantisme allemand est associé à des structures familiales autoritaires et inégalitaires, et ça va donner un haut niveau éducatif, et je ne pense pas être très audacieux en rappelant que la contribution allemande à l'émergence de la démocratie libérale a été très mesurée. Hein? Dans un contexte européen, nous ne devons faire de peine à personne. Hein? Alors que la contribution du monde anglo-américain a été, je dirais, la plus massive, avec notre aide à nous pour le suffrage universel. Mais parce que là-bas, la structure familiale de base est nucléaire, individualiste, libérale. Donc je note bien, je parle de ces deux Occidents, d'un Occident autoritaire, d'un Occident libéral, sur la structure familiale, mais reste que tous ces pays protestants ont eu très tôt des taux d'alphabétisation très élevés, et dans une dimension, le protestantisme, pas les évangélistes, qui ne sont pas des vrais, qui font semblant. Les protestants ont tous quelque chose en commun, quand même. Oui, les catholiques aussi. Oui. Ont des choses en commun avec les protestants. Bah oui, avec les protestants. C'est même l'essentiel. Ah non, par contre, sur la dimension... Alors, je suis désolé, les catholiques, sur la question de l'éducation, ils ont pris le trait inverse. Parce que comme lire la Bible... bah oui, lire la Bible, c'était le truc des protestants. Donc c'est une sorte de faux syllogisme qui a eu des conséquences dramatiques. Le mec en pays catholique, le mec qui lisait était soupçonné d'être un hérétique protestant. Et donc l'Église a mis l'Europe catholique en état d'arrêt intellectuel, de sous-développement, parce qu'il y a certains pays que je ne nommerai pas, bon, on s'en sera accommodé, mais la mise en stagnation de l'Italie, qui était en pointe dans le développement de l'Europe, par le catholicisme contre-réformé, par blocage de l'alphabétisation, alors qu'il y avait plus d'imprimés. L'imprimerie était inventée à caractère mobile en Allemagne, mais à la veille de la réforme, il y avait plus d'imprimeries en Italie. Et donc la mise en arrêt intellectuel et économique de l'Italie par le catholicisme, merci. Hein. Ça ne se pardonne pas. Natalia, Yves et oui, je vous vois. Oui. Alors, deux petites questions. La première, est-ce que cet état de degré zéro de religion est réversible en France? Est-ce qu'en France, nous pouvons passer, par exemple, revenir en arrière vers l'état zombie? Je pense que vous l'évoquiez dans la lutte des classes en disant qu'on ne peut pas se remettre à croire en Dieu, mais peut-être on peut redevenir, retrouver un petit peu de patriotisme, de narratif. Alors, c'est la bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, là, le vrai drame de la situation, c'est qu'en l'absence de croyances collectives, d'abord, les individus sont en tant qu'individus diminués, mais ils ne peuvent pas agir ensemble. C'est ce qui fait que c'est moins grave dans les pays qui avaient des structures familiales autoritaires comme l'Allemagne ou autoritaires égalitaires comme la Russie. L'Allemagne a des capacités de réaction. La Russie vient de montrer une certaine capacité d'organisation. Mais alors dans les pays de structure familiale nucléaire, libéraux, individualistes, anglo-américains et France, on ne sait pas trop à quoi se raccrocher. Honnêtement, l'hypothèse d'un retour à une foi religieuse dans des délais raisonnables me paraît exclu. J'avais dit une fois, j'avais été mal compris, j'avais dit
il est difficile de croire en Dieu. Moi, je voulais pas dire que c'était impossible. Je veux dire qu'à l'époque où les gens se sont mis à croire en Dieu et en la vie éternelle et toutes ces sortes de choses, il n'y avait pas la science moderne, il n'y avait pas eu Darwin, enfin, je ne sais pas comment expliquer. La religion offrait aussi une explication parascientifique du monde. Enfin, je veux dire, c'est une explication globale. Et maintenant, honnêtement, bon, je ne sens pas trop. Mais ça n'est pas, dire ça n'est pas du tout être hostile. Comme j'avais dit quelque part, honnêtement, pour moi-même, bon, je ne suis pas croyant, mais quand même, les gens qui sont certains de la non-existence de Dieu, comme s'ils avaient reçu personnellement un télégramme leur annonçant, m'énervent, moi, beaucoup plus que les croyants. Vous voyez, je sais pas ce que ça veut dire sur moi-même, mais bon, j'ai pas d'hostilité. La nation, vous voyez, j'ai repris mon accent archaïque, la nation, et c'est plus compliqué, hein. C'est-à-dire, c'est plus réel, ça a finalement moins d'ambition métaphysique quand même. Il y a quand même des gens sur un territoire qui parlent français, je me maintiens dans le cas de la France, et on peut imaginer que dans des conditions de stress, de prise de conscience, de crise, quelque chose comme un retour à l'aliénation flambe assez vite en fait. Ça on ne sait pas. Je pense quand on aura froid et faim, ça va être une possibilité. Mais pas forcément. Mais la nation. Il y a remonté des batailles d'adultes actuellement. Oui, ben, il y a des trucs, oui. Alors, je maintiens un ordre de discussion parce que le temps s'avance. Yves? Oui, je veux pas. On a plutôt cité des personnes sur l'Angleterre. Alors, bon, d'abord, il y a beaucoup de Français quand même qui se passionnent pour l'Angleterre, j'en fais partie. Oui. Et j'avais été frappé, j'étais avec la boule parce que disaient les collègues anglais, un petit peu sur cette espèce de baisse de puissance, voire d'impuissance parfois. D'abord, un ambassadeur britannique qui m'avait dit, alors on parle de ce vide de la flotte britannique, ces voyances prestigieuses, et il avait dit on a dépensé tellement d'argent en Afghanistan que l'Afghanistan, qui n'a même pas de côte, a coulé la marine britannique. Vous me rassurez parce que l'un des trucs que je soupçonne l'État zéro de produire en Angleterre, c'est la disparition du sens de l'humour. Mais là, quand même, vous faites chaud au cœur. Parce que là, je dis peut-être que si le sens de l'humour résiste à l'état zéro et à la russophobie, dans leur rapport avec la Russie, c'est pas des gros humoristes, hein, les Anglais, actuellement. Mais pourquoi pas? Alors justement, là, je trouve que c'est quand même pas sans précédent, parce que justement, le fameux film sur la charge de la brigade légère, Garde de Crimée, bien, ce film, en fait, un tiers de ce film est consacré à la campagne sur la Russie dans la presse britannique. Et c'est très frappant de voir à l'époque comment les médias jouent un rôle massif et il y a l'histoire. Donc là, ils s'enflamment d'abord sur la Pologne, puis ensuite sur. Et puis ça mobilise finalement la Grande-Bretagne. Ce qui serait intéressant, ça serait de voir le rôle de la presse. Aujourd'hui et autrefois, il y a certainement des points communs et des points communs. Là, actuellement, moi je pense, j'ai cherché dans le passé des origines de la russophobie anglaise. C'était vraiment un truc qui me passionnait, parce que je trouvais ça tellement incompréhensible. Mais le grand texte russophobe, c'est Custine, c'est un Français. Les Anglais... la russophobie, ou un certain type de russophobie était classique en Europe. Mais là, il me semble qu'on a un truc d'une intensité, d'une nouveauté. C'est neuf. Mais le rôle de la presse, mais on n'en a pas parlé, mais ça, j'aimerais bien parler parce que je sors de la sortie d'un livre. Et donc, j'ai eu affaire à la presse. Hein. C'est intéressant
intéressant de revoir. C'est eux qui s'intéressent pas à l'Angleterre, finalement. C'est vrai qu'il y a peut-être... oui. Alors, la deuxième chose, c'était le chef d'état-major britannique qui avait dirigé l'armée britannique pendant les années 2000 et qui disait ça. Il ne comprenait pas comment il se faisait que l'armée britannique avait contrôlé avec 25 000 hommes, 40 000 hommes, toute l'Inde pendant 150 ans, ne parvenait pas à contrôler avec 11 000 hommes la petite province du Helmand, qui lui avait été confiée. Alors même d'ailleurs que dans l'Empire britannique des Indes, il y avait une partie qui était déjà une partie de l'Afghanistan, qui est maintenant au Pakistan. Oui, mais quand les Européens, les Anglais aussi, se sont payés des empires coloniaux, ils avaient des armements qui n'existaient nulle part ailleurs. Ils contrôlaient des populations analphabètes à 99%. Ils avaient une capacité d'organisation. Il y avait un peu l'Afghanistan, c'est analphabète à 99%. En fait, pas tant que ça. Pas au même point. Et puis surtout pour les armes, maintenant, elles circulent. Hein. Donc honnêtement, c'est pas la peine de savoir lire pour utiliser un missile anti-char. Hein. Mais voilà, alors ça m'avait frappé justement. Il disait qu'une des raisons, alors c'est pour ça rejoint peut-être un petit peu un point, c'est qu'il y avait une coupure complète de l'éducation. Parce qu'en gros, il dit l'éducation, quelqu'un qui partait en Inde dans la colonisation britannique, il était farci d'éducation, il parlait deux des langues parlées de l'Inde, c'était obligatoire dans l'enseignement. C'était quelqu'un, c'était un administrateur, un juge, etc., etc. Et en fait, ces méthodes d'administration qui avaient été théorisées, la fameuse phrase "le cœur et l'esprit" vient d'un administrateur britannique du sud du Pakistan actuel. Le cœur et l'esprit, non pas pour l'utiliser par les hommes d'État, mais la phrase et cette stratégie vient de cet administrateur, Sonderman. Et il disait que, en fait, les gens, en fait, a complètement disparu de l'éducation du Britannique. Le Britannique n'a aucune idée de comment était administré cet empire. Il y a une sorte de honte sur cette période coloniale. Et il y a une censure complète. Et donc, il y a une coupure totale dans l'éducation du Britannique maintenant. Non, mais dans le bouquin, je parle de et j'associe à cet état zéro la disparition de l'éthique et de la pratique des public schools. Hein. Donc j'en parle dans le bouquin. Mais honnêtement, pour le contrôle de pays lointains, c'est juste que les Européens ont eu un moment de toute puissance, avec des populations qui d'ailleurs démographiquement étaient beaucoup moins impressionnantes. Donc vraiment... Mais je voudrais dire un mot sur la presse, là, en France, sur le rôle de la presse, qui est devenu, dans le contexte actuel de non-prise de conscience, est devenu vraiment intéressant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur le livre, c'était le moment où il y avait des drapeaux ukrainiens partout, où tout le monde sympathisait, tout le monde pensait sur un mode actif que la Russie était un pays incompréhensible, que Poutine était un type monstrueux. État d'esprit qui, me semble-t-il, a disparu en général. Pas que les gens soient devenus pro-russes, mais en fait les gens sont passés dans un état d'indifférence tout à fait remarquable. Et dans la première phase, donc on aurait pu considérer que finalement la presse... La presse était très active. Hein, je cite un Russe qui vit aux États-Unis, qui a travaillé sur le basculement russophobe des États-Unis, et où il montre bien que la presse a basculé avant même le gouvernement américain. Je ne sais plus à quelle date, mais donc la presse est vraiment la presse. La presse aime le sensationnel, elle aime la guerre. Il y a un bellicisme spontané de la presse. Les correspondants de guerre aiment la guerre, d'ailleurs. C'est un truc qu'on ne dit pas souvent. Ça les excite, en fait. Et donc, il y a un rôle de la presse. Et là, je trouve que c'est vraiment... la situation actuelle est vraiment bizarre, parce que la presse ne parle plus de la réalité. Elle fabrique une réalité parallèle, ou un monde parallèle,
Je pense l'autre jour, j'ai vu Pujadas agiter sur LCI un modèle de Mrs. Scalp. On aurait dit un enfant qui en avait donné un joli jouet. C'était pas un vrai, c'était réduction au 10e ou au 20e. Et la presse américaine n'est pas comme ça. Il parle de la réalité sur le terrain. Le Guardian anglais, que je lis parce que c'est gratos, est aussi nul que le Monde, en fait. Presque pire. Mais là, ce qui est marrant dans la situation actuelle, c'est qu'on a l'impression que la presse et les médias audio ou audiovisuels sont en train de perdre leur prise sur la population, mais en fait, ils ne perdent pas leur prise sur le personnel politique. Parce que la vie d'un homme politique, c'est une sorte d'interaction perverse entre politique et journaliste, les deux métiers, selon les sondages d'opinion, les plus méprisés de tous les Français. Donc, il fonctionne en boucle, il se prend au sérieux. Et actuellement, je me demande si toute cette activité délirante de la presse n'a pas essentiellement comme effet d'aveugler ou de contribuer à l'aveuglement du personnel politique français. Et je me suis même demandé, si le Monde qui aveugle Macron n'était pas à la solde du Kremlin. Modère tes propos, s'il te plaît. Alors, regarde, j'ai vu deux mains se lever. Il faut qu'on aille très très vite. Une question très courte, une réponse très courte. Madame également, même chose. Donc, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Dans votre chapitre qui s'intitule « Qu'est-ce que l'Occident ?», vous affirmez que le protestantisme est le moteur du développement des États-nations. Oui. Je ne partage pas cette analyse, parce qu'on constate que le modèle de l'État-nation s'est imposé à des pays qui n'étaient pas protestants. Deuxièmement, la conscience nationale en France, ça s'est développé notamment avec la guerre. Je songe à Bouvines, je songe à la guerre de 100 ans qui a développé la conscience nationale. La Révolution française, elle a abouti à l'avènement de la figure du citoyen soldat. On a vu aussi l'effort patriotique exponentiel pendant la guerre de 14. Et par conséquent, je pense que le premier moteur des États-nations, ce n'est pas la religion, mais le phénomène guerrier. Alors, la guerre existe, mais de toute façon, l'État-nation s'est imposé partout. Donc c'est une forme universelle. Tout ce que je dis dans le livre, c'est que les Français vivent avec l'idée que la Révolution française a fait émerger la nation moderne. Le citoyen soldat, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'on a une formalisation tout à fait particulière de l'idée de nation. Et dans mon modèle, la nation, au sens français, serait une forme zombie du catholicisme qui venait de disparaître dans le bassin parisien. Voilà, donc ce que je dis dans le livre, c'est que le rapport du protestantisme à la nation est plus ancien, et c'est pas qu'il est ambivalent, c'est qu'il est une sorte de... Je vais vous proposer une négociation qui n'est pas dans le livre. Je veux dire... Brièvement, Emmanuel. Proto-national. C'est proto-national. C'est-à-dire que, comme le protestantisme exige l'accès des fidèles aux Écritures, mais dans la langue du lieu, je veux dire, il fait émerger une conscience de soi particulière. Les gens qui lisent la Bible finissent toujours par se prendre par le peuple élu, pour le peuple élu. C'est une maladie... non, maladie n'est pas le mot, je ne suis pas d'histoire. Mais donc il y a ce... Et vraiment le thème national... regardez Cromwell en Angleterre, il prend le pouvoir, il établit la première dictature militaire soutenue par des protestants durs, quoique libéraux, si on n'était pas catholique, et il passe, si les souverains, et j'espère ne pas faire d'erreur, les actes de navigation, c'est-à-dire des mesures protectionnistes, de défense, voilà, ça va. Hein. Alors, une ultime question, très rapidement, une réponse très courte, Emmanuel, s'il te plaît. C'est, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas dans le livre, et que je trouve que je serais très intéressée pour avoir votre opinion. C'est sur la raréfaction des ressources, en fait, et une espèce de crise écologique géante au
qu'il ne suffit pas d'avoir des ingénieurs, en fait, il faut aussi avoir... alors, ça, de toute façon, c'est ma tâche aveugle. J'ai jamais été... Alors, j'ai plusieurs tâches aveugles. L'écologie, je suis nul. Les ressources matérielles, je suis nul. Mais je l'admets. En fait, je l'admets. Et même là, le dos au mur en phase de réchauffement climatique, de rareté sur des ressources, je continue d'être plus inquiété par la baisse de la fécondité, par la raréfaction qui vient du nombre des hommes. Je veux dire, si la population disparaît, il n'y aura plus de problème de ressources. Je veux dire, mais de toute façon, quand même, je traite beaucoup de sujets, je fais des efforts, et comme je dis, on ne peut pas être à la foire et au moulin. Hein. Oui, on ne peut pas travailler sur tout. Vous voyez, il faut quand même savoir... La conclusion, Emmanuel, merci beaucoup. Ouais.